Bonjour à tous. Donc on est ensemble pour 2 petites heures. Le thème du jour, ça va être la question de la convergence entre le online et le offline et comment le big data peut aider à amener cette convergence. Et c'est pas tout. On va avoir certes cette table ronde sur online et offline, mais on va aussi en profiter pour clôturer un cycle qu'on a entamé il y a un an avec IBM, Turn et 55. Sur le big data, on s'est vu à 7 reprises, je crois, à peu près, tous les mois et demi, 2 mois. Et puisque c'est la clôture de ce cycle Big Data, dans son édition 2016-2017, on vous remettra à la sortie un livret de synthèse de tout ce qui a pu se dire pendant les événements qu'on a intitulé Data Driven Company. Et comme je n'aurai pas forcément l'occasion à la sortie de la table ronde de vous en dire plus, je vous présente pour commencer rapidement ce livret, comme ça. Bon, c'est assez volumineux, ça fait 120 pages, et je vous présente un petit peu les différents chapitres, et comme ça, vous saurez aller trouver le chapitre ou la page qui est le plus susceptible de vous intéresser. Donc pendant quasiment un an, je vous disais, on s'est vu 7 fois, avec 150 décideurs de la communauté EBG, à travers 2 conférences, 5 ateliers de travail, donc format workshop, un comité un peu plus réduit. On a enrichi les comptes rendus de ces rendez-vous de 7 interviews complémentaires, ce qui nous donne une centaine de pages d'analyse. Je reviens sur les 7 événements rapidement, et puis sur les idées forces aussi qui en sont ressorties. La conférence de lancement, elle avait pour thème le Big Data pour améliorer l'expérience client, avec les témoignages de Voyage SNCF, de la Mutuelle Générale et d'Orange. On était parti du constat que, alors c'est écrit petit, je pensais que ça paraîtrait plus grand, navré, mais je vais vous le lire, 88% des entreprises estiment disposer d'une bonne connaissance de leurs clients, mais quand on interroge les consommateurs, seulement 61% des consommateurs ont l'impression que leurs besoins sont compris. Alors je vous lis ce qui est écrit en petites pattes de mouche, les conclusions auxquelles on était arrivé, mais c'était il y a un an, donc peut-être on pourra aussi, à l'occasion de la table ronde tout à l'heure, mesurer certaines avancées. Les principales conclusions, c'était que les annonceurs arrivaient à un point où il devenait important d'enrichir leurs données internes de la voix du client, mais aussi de se réapproprier ces données internes, peut-être avant, dans un second temps, d'aller chercher de la donnée externe. Et pour ce faire, pour se les réapproprier, il était nécessaire d'engager un effort de désilotage, de savoir également attirer et retenir de nouvelles compétences, principalement donc, autour de l'analyse de la data, et d'amener de nouvelles capabilities. Et c'était les premiers pas vers la DMP. Tous les annonceurs qui avaient témoigné commençaient à se lancer dans l'acquisition d'une DMP. Alors justement, on s'est ensuite réunis pour un atelier en comité plus restreint sur le sujet de la DMP. On est parti du constat que on ne s'adressait pas, les annonceurs ne s'adressaient pas à la génération Y, ne pouvaient pas s'adresser à la génération Y de la même façon qu'ils s'adressaient aux autres consommateurs, qu'ils investissaient 500% de plus auprès de cette génération qu'auprès de toute autre audience, et que cette génération Y, elle était plus sensible à des formats nouveaux, et notamment à des formats vidéo, aux réseaux sociaux bien sûr, mais là je vous apprends rien, aux usages mobiles aussi, et je vous apprends encore une fois rien, ce qui implique d'être beaucoup plus créatif dans les messages qu'on peut avoir, et ce qui implique d'avoir un usage de la DMP particulier, qui répond à un devoir d'instantanéité, qui ne vise pas simplement à mieux connaître le client, mais à l'engager. Et puis, cette DMP, ce qu'on avait vu, c'était que pour pouvoir la piloter, il fallait avoir une approche réunie entre la partie média et la partie CRM. Vous retrouvez beaucoup plus des compléments, bien sûr, sur ce point-là. C'est le chapitre 1. C'est chapitre 2, pardon. Chapitre 3, c'est la restitution d'un atelier qui était ensuite sur le Data Lake. Alors, je fais un petit zoom parce qu'on s'est aperçu quand on a réuni nos 15 annonceurs déjà que tout le monde avait une définition différente du Data Lake. Alors, vous verrez, il y a quelques éléments de définition dans le livret sur ce qu'un Data Lake est et sur ce qu'un Data Lake n'est pas. Alors, c'est en tout cas un environnement dans lequel les utilisateurs peuvent accéder à des larges quantités de données brutes. C'est un environnement qui permet de développer et de montrer la pertinence de modèles analytiques, et avant ensuite de les déployer à plus large échelle. Et puis c'est un bac à sable, on va dire, analytique, qui permet, dans une approche exploratoire, d'aller trouver des nouveaux insights autour de la data. Alors les conclusions auxquelles on est arrivé, c'était qu'un data lake
n'est pas opposé à un data warehouse, c'est quelque chose qui vient en complément, dans une logique qui est exploratoire, et que au-delà de cette collecte qui doit être rapide, derrière, l'usage qu'on en fait doit aussi pouvoir se faire en temps quasi réel. Et c'était là que résidait la difficulté pour la plupart des annonceurs qu'on a réunis à cet atelier. Atelier suivant, on a parlé big data et programmatique. Petit état des lieux, 2/3, alors c'était en 2016, 2/3 des annonceurs et agences utilisaient le programmatique pour leurs achats display online, et soit 59% avaient déjà réalisé ou étaient en train de conduire un projet de big data. Donc on est parti de ce constat-là que les deux usages étaient encore en plein boom, mais que la majorité des annonceurs s'étaient lancés dedans, et on s'est posé la question de l'association des deux. Pourquoi ? Pour principalement affiner et optimiser le ciblage des campagnes, augmenter leur performance, et puis aussi pouvoir les piloter en quasi temps réel. Je vous en dis pas plus, c'est juste pour un peu de teasing. Il y a plein de témoignages très intéressants sur le sujet dans le livret. Atelier suivant, on a parlé de data science et comment imaginer une data science qui soit au service des métiers. On avait débuté l'atelier en essayant de définir ce qu'était un data scientist. Et pour certains annonceurs, un data scientist, c'est finalement un data miner amélioré, ou un statisticien qui s'est mis à la data. Et puis pour d'autres, un data scientist, c'est quelqu'un qui a aussi une capacité à comprendre les métiers, et qui est un petit peu entre une sorte de point d'orgue entre des métiers et des profils plutôt data, et que pour faire vivre pour donner les moyens à ce data scientist de s'exprimer, eh bien, il fallait d'abord trouver la bonne position pour le data scientist dans l'organisation, et puis face au défi du partage, avoir une gouvernance de la donnée qui soit adéquate, par exemple avec un chief data officer, avoir des modes de fonctionnement, ou encourager des modes de fonctionnement qui soient plus exploratoires avec la logique du test and learn. Et puis il fallait aussi inversement, côté métier, les éduquer un petit peu à l'usage de la donnée pour qu'ils puissent plus facilement parler le même langage que le data scientist. Et donc, on a parlé notamment de ce que la data visualisation pouvait apporter dans la data alphabétisation des métiers. Et ensuite, on a enchaîné sur une conférence. Cette conférence parlait de l'internalisation de l'achat média, qui était une tendance qu'on a observée, mais dont on se demandait si c'était vraiment une tendance. On s'est demandé si c'était vraiment une tendance de fond ou si c'était finalement quelque chose qui était réservé à un nombre très limité d'annonceurs. On s'est aperçu qu'effectivement c'était une tendance de fond, en tout cas c'est ce qui est ressorti des débats, mais qu'il y avait une diversité des modes d'internalisation, qui souvent sont plutôt hybride et qui nécessite de construire un mix de compétences entre l'interne et entre l'externe. Et puis on s'est aussi rendu compte que derrière ce sujet de l'internalisation de l'achat média, on va se poser la question de la mesure de la performance des campagnes qui est à repenser. Un petit chiffre en passant, seuls 27% des marketeurs se considèrent aujourd'hui efficaces pour démontrer la valeur des efforts marketing en interne. Plus de pistes, vous aurez plus de pistes de réponses dans le compte-rendu de cette conférence qui figure dans le livret de synthèse. Et puis on a conclu, c'était il y a à peine 2 mois, ce cycle par un dernier atelier, la data au service de l'efficacité marketing. Et ce dont on a surtout parlé, eh bien, c'est du fait que souvent la data est collectée en aval des campagnes, et que cet effort de collecte et d'analyse peut commencer bien en amont. Et alors, c'est pas forcément facile à lire, mais du coup, ça vous encourage à aller découvrir ça dans le livret. Bien avant que la campagne n'ait été effectuée et que le client ne soit connu, il y a des choses à faire pour essayer d'améliorer la connaissance qu'on a du client et ajuster les campagnes en fonction. Bon, je suis passé un petit peu rapidement. Alors, le but, c'était pas du tout d'être exhaustif, c'était juste de vous dire un petit peu où se situe quelle information dans ce livret-là pour que vous puissiez aller rapidement. Je me doute bien que personne ne lit un livret de 110 pages du début à la fin. Donc, voilà, vous avez une vision d'ensemble de ce qui s'est raconté pendant ce cycle
et de ce qui se raconte dans ce livret. On va s'approcher progressivement du sujet du jour. Je vais demander dans un premier temps à Xavier Costas de la SACEM de venir sur scène et à Laurent Sergenkov, de notre partenaire d'IBM, d'animer ce premier cas qui va être présenté par la SACEM. Merci, bonjour. Moi, je suis très content de recevoir la SACEM et Xavier. On parle beaucoup de transformation digitale, mais là, dans ce dont va vous parler Xavier, on va beaucoup plus loin, puisque ce n'est pas une entreprise qui fait sa transformation digitale, c'est le monde, l'écosystème de la SACEM qui est devenu complètement digital. Tout le monde connaît les plateformes de streaming, enfin, la musique en ligne, donc c'est entièrement digital. On va parler de valorisation de données, parce que si on n'arrive pas à valoriser ces données, tout simplement les artistes qui créent ne sont pas rétribués. Donc on a un lien direct sur la valeur de la donnée et la rétribution. Donc vous allez voir, c'est vraiment une démarche intéressante. Cette digitalisation, elle est indispensable. Je suis assez heureux aussi, un second titre, parce que le processus qui a été mené entre la SACEM et IBM, qui a été un processus de co-création qui a amené la SACEM à créer cette plateforme qui s'appelle YouRight, que va vous montrer, que va vous expliquer Xavier. On a vraiment cette notion de plateforme, c'est-à-dire une plateforme au-delà des aspects techniques, c'est une plateforme qui va permettre non seulement de traiter tous les cas d'usage dont on a besoin aujourd'hui, mais aussi des cas d'usage qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui, développer des services, développer des business autour de cette plateforme. Et cette plateforme YouRight, c'est vraiment la fondation donc, de ce que va être la SACEM et de ce que va être le business. Je ne sais pas si on peut parler de business de la SACEM, pas vraiment, mais un petit peu quand même. Et comment on va pouvoir valoriser donc, tous les artistes qui pour le coup, créent des œuvres d'art. Donc, Xavier, qui est directeur de projet à la direction des ressources et de l'innovation, va vous présenter le projet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et je pense que c'est des choses qui sont réplicables dans d'autres mondes que celui de la culture. Merci beaucoup, Laurent. Donc, tout d'abord, donc, la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, c'est en musique que je vous propose de comprendre un peu mieux notre cœur de métier. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Voilà, c'est un premier avant-goût. Donc, vous l'aurez compris, la SACEM, donc, c'est une société civile à but non lucratif qui appartient à ses membres. Et tout d'abord, donc, elle travaille autour de 3 missions essentielles. La première, évidemment, c'est de protéger ces 161 000 membres en leur représentant leurs œuvres auprès des différents diffuseurs de musique et de faire entendre leur voix là et à chaque fois que cela est nécessaire. Deuxième mission, évidemment, c'est collecter et répartir. Donc, pour vous donner un peu une idée du process, nous contractualisons des licences avec les diffuseurs de musique. Ces derniers nous font parvenir régulièrement
la liste des morceaux qu'ils ont diffusés. Nous identifions derrière chaque morceau l'œuvre qui est, et derrière chaque œuvre, donc l'ayant droit, pour répartir les collectes liées à ce morceau, donc de manière extrêmement précise. Enfin, donc, troisième mission, la SACEM, elle promeut et elle soutient évidemment la création à travers des subventions. Donc, en 2016, il y a plus de 2000 projets qui ont été subventionnés par la SACEM. Donc, pour parler de Big Data, on va évidemment d'abord se concentrer sur le online. Donc, depuis le début des années 90, où la SACEM a commencé à collecter les premiers droits en ligne, le contexte a énormément évolué, comme vous pouvez le voir. Bon, tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est que le marché de la diffusion de la musique en ligne elle tient ses promesses. Hein. C'est une croissance de plus de 20% par an et ça va continuer encore pendant quelques années. Et ça dépasse d'ailleurs dorénavant la vente de disques. Et en plus, donc, il y a eu une multiplication des acteurs. Donc, on est passé de quelques DSP, Digital Service Provider. Donc, les plus connus, c'est Spotify, Apple, iTunes, enfin, Deezer ou YouTube, à plusieurs centaines actuellement. Alors, en plus, cette transformation, il faut savoir qu'elle s'est faite dans un changement de paradigme pour la SACEM. Historiquement, la SACEM, elle représentait 100% des droits du répertoire mondial, donc c'est plus de 100 millions d'œuvres, sur uniquement le territoire de la France. Et avec le online, en fait, la SACEM va uniquement représenter son répertoire propre, donc ses sociétaires, les mandats qui lui sont confiés, mais cette fois dans le monde entier. Et donc la part que dans chaque musique, quand c'est coécrit avec des auteurs internationaux, on représente juste la part qui se représente. Donc c'est un énorme changement de paradigme qui a permis à la SACEM de devenir un acteur évidemment global. Donc maintenant on fait des licences dans plus de 130 territoires et de créer donc évidemment de nouvelles opportunités. Mais la contrepartie évidemment c'est la complexification du process qui a eu lieu derrière. Dans ce contexte, évidemment, la compétition s'est aussi accrue. Donc, il y a eu des nouveaux entrants qui sont arrivés, qui ont remonté ou descendu la chaîne de valeur et qui questionnent en même temps notre modèle basé sur l'union des créateurs face à l'utilisation de leurs œuvres. Enfin, donc, si le marché a tenu ses promesses avec 20% de croissance, c'est rien comparé aux data. Hein. Elles ont plus que doublé chaque année. Et en fait, l'année dernière, on était à peu près 500 milliards d'actes qu'on a suivis, et aujourd'hui on est plus à, vous voyez, 2 milliards 600 milliards d'actes de téléchargement et de streaming. À cela, évidemment, en plus s'ajoutent des challenges un peu plus particuliers qui sont autour des métadonnées, parce qu'on perd en fait, avant très facile de suivre un CD grâce à des codes internationaux qui étaient partagé par tout le monde. Maintenant, avec YouTube, on perd évidemment les codes internationaux, et donc c'est de plus en plus compliqué de faire l'identification des œuvres derrière les usages qui sont faits. Donc, dans ce contexte extrêmement challenging et évolutif, et évidemment afin de disposer des meilleurs outils technologiques, la SACEM elle a vraiment créé une rupture stratégique par rapport au fonctionnement habituel de l'écosystème. Donc en s'alliant avec IBM pour répondre à ces enjeux. Donc évidemment, après quelques tests que nous avons faits, des POC, l'élaboration d'un bon business model, est donc née la plateforme YouRights, donc qui est en fait un partenariat stratégique pour évidemment mieux capter la valeur, optimiser l'ensemble du processus avec les technologies de Big Data. Donc sans rentrer évidemment là, dans toute la description technique et les technologies qu'il y a derrière, hein, l'idée du Big Data derrière, c'est évidemment d'apporter énormément de valeur pour nous. Hein. Tout d'abord, ça va nous permettre d'avoir une vision, un peu ce que racontait Philibert sur les data lakes, hein, de garder cette vision un peu exhaustive sur l'ensemble de nos données tout au long du processus, en évitant avant ce qu'on faisait, c'était on était obligé d'agréger les données, ce qui complexifiait la compréhension du processus évidemment. Et donc on va pouvoir ainsi améliorer le pilotage, avoir une vision complètement transverse du processus, en temps réel, et donc évidemment pouvoir mener les actions qui vont avec. Toutes ces données, en fait, on va aussi pouvoir les utiliser au niveau de la BI pour faire des simulations, plus de prédictifs, et affiner notre stratégie et valoriser ainsi mieux notre répertoire. L'idée aussi de cette plateforme, ça va permettre en fait d'optimiser nos processus d'identification, aussi bien automatiques que manuel, en permettant d'avoir des approches complémentaires.
Et enfin, donc, cette plateforme, elle est pensée de manière à pouvoir gérer plusieurs types de droits et s'adresse donc en fait à différents acteurs autour de cette problématique afin de mutualiser les coûts. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que d'autres acteurs comme nous utilisent également cette plateforme et puissent bénéficier de tous ces avantages. Donc voilà, vous l'aurez compris, mais c'est toujours un peu utile de se répéter. Cette transformation va nous permettre de capter de la valeur, d'offrir de nouveaux services et d'améliorer notre performance économique. Mais aussi un des gros avantages qui est le socle, c'est de pouvoir intégrer facilement en production des nouveaux projets d'innovation en fait. Parce qu'on va avoir cette plateforme, on va pouvoir aussi facilement intégrer, il est pensé directement comme ça, des nouveaux projets d'innovation et qui sont assez nombreux à la SACEM. Voilà, ainsi nous avons plusieurs projets où nous ambitionnons de nous servir des nouvelles technologies comme des opportunités de développement, là où certains, en fait, parfois aussi, voient plutôt une manière de nous désintermédier ou une menace pour nous. Donc le premier exemple, en fait, c'est les blockchains. Donc les blockchains, là, en fait, on est en train de mener des différentes expérimentations où nous travaillons pour tester les nouvelles opportunités aussi bien dans la coopération, donc de cette technologie et aussi les capacités concrètes derrière à traiter les enjeux de volumétrie, hein, parce que derrière, comme je vous l'avais dit, on a beaucoup d'enjeux de volumétrie et donc les blockchains pour l'instant c'est une technologie expérimentale et nous sommes en plein test là-dessus. Ensuite, grâce à nos données, notre savoir-faire et les technologies d'apprentissage, nous avons également lancé une initiative autour du fingerprint, donc c'est la reconnaissance audio des œuvres, donc en partenariat avec l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique, pour essayer en fait de trouver l'ADN d'une œuvre, c'est-à-dire que derrière n'importe quel enregistrement, être capable de reconnaître l'œuvre et pas seulement l'enregistrement, ce que fait très bien Shazam, mais reconnaître l'œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. On a évidemment le partenariat avec IBM et Watson qui va pouvoir nous aider à enrichir nos données, donc avec des données structurées et non structurées, dans le but d'augmenter l'identification, donc trouver des compléments, des informations complémentaires qui vont pouvoir permettre d'identifier plus automatiquement, mais aussi manuellement. Et enfin, donc, on a aussi mené donc, des études donc, avec Compte-Maîtrise sur le prédictif afin d'améliorer notre réactivité et d'offrir de nouveaux services à nos membres. Bon, le dernier point en fait, que je voulais partager avec vous, c'est en fait cette conviction que nous avons sur les convergences des enjeux technologiques autour de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des secteurs économiques. En effet, donc, la musique, même si ça reste un petit secteur, elle est quand même assez en avance sur les ruptures technologiques. Et par exemple, là, en fait, cette courbe, la courbe orange, là, vous montre l'impact. Donc, quand la musique a eu une apogée avec le CD, et quand est arrivé le MP3 et la DSL, évidemment, ça a posé une rupture et un nouveau modèle économique est arrivé avec le streaming payant. On devançait de quelques années, en fait, ce qui est arrivé aux industries audiovisuelles avec les DVD, les Blu-ray. A apparu le DivX, la fibre, pareil, et ça remonte avec le streaming payant. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, tout ce qui est industrie manufacturielle, tout ce qui construit en fait les avions, les voitures de demain, il y a une apogée avec toute la robotisation pour pouvoir faire ces objets de plus en plus rapidement. Et on voit qu'avec justement les plans 3D et tout ce qui est Fab Lab, les imprimantes 3D, ben, on risque de retrouver exactement la même rupture et il va y avoir à réinventer aussi un modèle derrière. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense que ça fait bien la transition avec online et offline, comment le big data peut faire converger les deux mondes. Et voilà. On peut prendre quelques questions. Oui, bien sûr. Non, pas de questions. Merci Laurent, merci Xavier, on pourra toujours prendre bien sûr les questions à la fin. On file vers notre sujet du jour, la réconciliation entre le online et le offline. J'appelle pour la table ronde Jean de 55 qui sera l'animateur,
Et puis Air France, Primagaz et Lacoste et IP France seront nos annonceurs témoins aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse rejoindre la table ronde. Voilà. C'est parti pour 1h30 de table ronde. Jean, je te laisse introduire. Très bien. Merci Philibert et merci à l'EBG d'ailleurs pour tout ce programme, parce que c'est vrai que ça fait un an qu'on travaille ensemble sur ces sujets et ça nous a permis de partager énormément de retours d'expérience de certains de nos clients, ou pas nécessairement, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça a été plutôt riche pour tous les participants. Donc ce sujet online, offline et la réconciliation grâce au big data, c'est un sujet qui nous est cher chez 55, puisque quand on a lancé 55 il y a 7 ans, on a beaucoup travaillé sur les sujets de la data, mais on était quand même assez cantonné à une approche digital au digital, ou comment est-ce que la donnée pouvait permettre d'optimiser, de mesurer et d'optimiser les stratégies digitales de nos clients. Et c'est vrai qu'en 7 ans, il y a eu beaucoup d'innovations, et notamment dans le domaine du rapprochement du on et du offline. Et du coup, on accompagne nos clients aujourd'hui beaucoup sur ces sujets grâce à l'émergence de technologies, de l'onboarding, des DMP, des data lakes. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette table ronde, on a des approches qui vont être assez différentes et on traite de sujets qui sont très différents. Donc on a Biliana qui vient de chez Lacoste, qui va nous parler beaucoup de sujets de repos. Comment est-ce qu'on peut mesurer la performance du online et de l'impact que ça peut avoir offline. Donc ça va être intéressant parce qu'on a mené une étude avec Atlas, qui est la technologie de Facebook, sur ces sujets-là. Ensuite, on a Gauthier chez Air France qui va nous parler beaucoup d'omnicanalité ou comment, grâce à la mise en place d'un data lake, Air France arrive à avoir un suivi continu de l'ensemble des touchpoints qu'ils peuvent avoir avec leurs clients et leurs prospects. Ensuite, on a Maxime de chez IP qui a une étude de cas exclusive qui va nous présenter et qui montre que le média offline aussi génère énormément de trafic sur le digital. Et enfin, avec Virginie qui a rejoint Primagaz il y a quelques mois, on va voir comment est-ce qu'on peut aborder ces problématiques dans une organisation qui a besoin vraiment de se réinventer, de se digitaliser. Donc peut-être que pour commencer, on va commencer par Virginie. L'idée, c'est de vous présenter votre organisation et en fin de compte, quels sont les principaux enjeux qui sont spécifiques à votre activité sur ces sujets de réconciliation on et off. Ok, très bien. Merci Jean. Donc effectivement, j'ai rejoint Primagaz il y a quelques mois en tant que directrice marketing, communication et digital. Donc Primagaz, un bref rappel de nos métiers qui ne sont pas forcément très connus en région parisienne. Donc nous sommes un distributeur historique en France, notre marque est centenaire, de gaz, propane et butane. Donc le gaz, il peut être distribué en vrac dans des citernes ou sous forme de bouteilles. Donc nos modes de distribution et nos canaux de distribution, c'est le B2B2C pour la bouteille. En fait, on est distribué en GSA, GSM, chez des stations pétroliers et auprès de grossistes pour la bouteille. Et pour l'énergie vrac, on est distribué par des commerciaux sur le terrain, donc dans les 25% du territoire français qui ne sont pas raccordés au gaz, et qui vont donc apporter le gaz à nos clients, qui peuvent être des clients particuliers pour l'habitat, mais également des clients professionnels, agriculture, agroalimentaire, etc., l'industrie et également la carburation. Et cette année, nous allons être les premiers opérateurs de gaz à distribuer du bio-GPL, donc à partir de biomasse, et également du gaz naturel liquéfié pour les transporteurs. Donc c'est un peu la révolution pour les camions qui marchent d'habitude au fioul, et donc c'est moins polluant comme solution. Voilà, donc un métier très traditionnel, très historique et très local et de proximité, avec un mode de distribution en magasin. Alors comment est-ce qu'on digitalise tout ça ? Donc je vais parler d'abord de nos enjeux chez Primagaz. Donc la première chose, c'est la digitalisation du marketing. Donc on était sur une approche très trade marketing, avec des leaflets, des affiches placardées sur les casiers des bouteilles, des encarts presse et de l'événementiel. Et donc on fait un peu la révolution. Ça fait quelques années déjà. Et donc on travaille sur le référencement, le SIA, les médias sociaux. On commence à avoir une présence sur les médias sociaux. Et là, cette année, on va se lancer sur des choses comme qui ont été évoquées tout à l'heure, type marketing programmatique. Donc le gros défi pour nous, lié à cette action de digitalisation du marketing, c'est la traçabilité du prospect
qui va être généré sur le digital. Comment on fait pour aller suivre les créations ensuite qui sont faites sur le terrain et s'assurer qu'on rémunère bien chaque acteur en fonction de sa contribution. Et le deuxième enjeu pour la bouteille, donc plus sur le réseau de distribution en magasin ou en station, ça va être comment est-ce qu'on génère du trafic sur les points de vente, comment est-ce qu'on génère plus de consignation et plus de rotation des bouteilles. Voilà principalement nos enjeux. Également le client, le consommateur français, donc on parlait tout à l'heure de repos pour Lacoste, mais on est également concerné. Donc c'est vrai qu'il va faire sa recherche en ligne et il va acheter offline, c'est la même chose pour le gaz. Demain, est-ce qu'on ne va pas également digitaliser l'acte de souscription et l'acte d'achat ? Et enfin, sur la partie mobile, nos consommateurs, comme les consommateurs de tous les secteurs, sont à fond sur le mobile. Donc on a quelques initiatives dans le groupe auquel appartient Primagaz France, à SHV Énergie, dont on va fort probablement s'inspirer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Merci Virginie. Maxime, donc chez IP, donc peut-être une petite présentation en 30 secondes d'IP, et ensuite en quoi est-ce que IP est intéressé sur ces sujets de réconciliation on et off. Bonjour à tous, donc moi je représente IP France et la régie de RTL, RTL2 et Fun Radio en France. C'est la principale régie radio sur le marché. Et personnellement, j'ai un parcours qui a toujours été dans les médias, parce que j'ai commencé en télé chez M6, ensuite j'ai passé près de 10 ans chez Yahoo, et là ça fait 2 ans et demi que je suis chez la régie d'RTL. La radio aujourd'hui c'est un mass média, c'est 8 Français sur 10 qui l'écoutent 3 heures par jour, en mobilité à près de 50%. Donc évidemment c'est un média qui n'est pas connecté par définition, parce qu'il est consommé via la voie FM. Et aujourd'hui on est dans un contexte où on le mesurait plutôt jusqu'à présent à travers des notions de GRP, des notions de trafic en magasin, des post-tests, enfin, la manière dont on mesure les médias offline. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, l'achat ne se fait plus que offline. Aujourd'hui, l'achat, de par l'évolution des comportements, on parlait du repos, on pourrait parler du showrooming, il y a des gens qui sont exclusifs online, d'autres qui sont exclusifs offline. Tous ces usages font que nos clients, les annonceurs, ont des stratégies omnicanales. Du coup, la mesure de la radio ne peut plus se faire uniquement que sur le offline, sachant que la radio était connue jusqu'à présent pour être le média de trafic par définition. Donc, on a un marché qui a évolué aussi. Le digital, aujourd'hui, il est partout. Jamais Google et Facebook n'ont été aussi puissants. Je disais hier qu'ils pesaient 20% du marché publicitaire mondial, donc ça peut effrayer. En tout cas, aujourd'hui, le digital crée une nouvelle exigence dans sa mesure, en apportant des KPI qui n'existaient pas sur le offline. Donc aujourd'hui, on attend du offline d'avoir un retour sur investissement, une productivité qui se mesure au même titre qu'on mesure le display, le search, la vidéo sur Internet, etc. Du coup, il y a des sociétés qui se sont créées sur le marché pour faire ce qu'on appelle du télé-radio tracking. Le principe étant de dupliquer finalement la manière de traquer les investissements digitaux sur le offline. Donc ils vont brancher des trackers sur les sites des marques et observer pendant la campagne radio, pendant la campagne télé, ce qui va se passer. Donc nous, aujourd'hui, on est arrivé sur ce projet que je vais vous présenter par la suite, à un moment où ces sociétés étaient relativement bien implantées sur la télé, mais où la radio leur posait problème pour des raisons que la radio et la télé ne sont pas des médias comparables, ne sont pas consommés de la même manière, et donc on ne pouvait pas mesurer les choses de la même manière. Donc on s'est dit qu'on allait se rapprocher de ces 3 acteurs, qui sont Olimetrix, Realytix et Admo, qui sont aujourd'hui relativement dans un bon trend en tout cas sur le marché, et on leur a proposé une approche gagnant-gagnant de comprendre comment marchait la radio à travers un cas dont je vous parlerai tout à l'heure. Et je voulais parler, pour terminer l'introduction, d'un sujet qui est intéressant, c'est que là où les médias offline aujourd'hui doivent essayer de prouver leur efficacité sur le online, les médias online les plus à la mode, je pense à Snapchat par exemple, font tout le contraire pour essayer de justifier leur impact sur le offline. Il se trouve que pas plus tard qu'en début de semaine, Snapchat a racheté une boîte dont l'objectif est d'essayer de justifier leur impact sur le drive to store. Donc on peut dire vraiment que le on et le off sont au cœur des problématiques des clients, mais également des médias, et que chacun cherche à essayer de prouver son intérêt là où il n'est pas forcément attendu. Merci Maxime. C'est vrai que cette boîte qui a été rachetée par Snapchat s'appelle Placed, et c'est effectivement aujourd'hui on voit que l'ensemble des grands médias investissent énormément sur les outils de mesure, et notamment de mesure on-to-off. Google a annoncé aussi la semaine dernière à San Francisco une série de lancements de nouvelles offres qui vont vraiment leur permettre
de rapprocher toutes les données d'exposition online à des données de consommation offline. En l'occurrence, il s'agit de rapprocher des données d'exposition avec des données de consommation qui sont issues de l'utilisation des cartes bancaires. Donc c'est assez effrayant, mais globalement, ils vont savoir très précisément comment évoluer le comportement de consommation d'individus en fonction de la manière avec laquelle ils ont été exposés à différentes campagnes. Merci. Gauthier pour Air France. Donc je pense que pour l'activité, on connaît un peu. Mais spécifiquement les enjeux de réconciliation on et off et vraiment le sujet omnicanalité, expérience client, comment est-ce que ça se traite chez vous? Donc effectivement, bonjour, je pense qu'effectivement tout le monde connaît Air France. Air France, c'est 100 millions de passagers par an, un petit peu moins. On a à peu près 35 millions de membres de notre programme de fidélité Flying Blue, qui est notre principal point d'ancrage de nos clients fidélisés. Évidemment des centaines de vols tous les jours qui partent de Roissy ou d'Amsterdam partout dans le monde. L'objectif que l'on s'est fixé quand je suis arrivé sur le poste il y a maintenant 2 ans, c'est un poste qu'on a créé il y a 2 ans autour de différentes problématiques. La première, c'était dire on a des clients qui sont par définition en mobilité avec nous, qui sont en voyage, qui vont à un moment effectivement être sur des canaux digitaux quand ils préparent leur voyage ou même quand ils sont pendant leur voyage. Ils vont être en contact avec nos équipes de médias sociaux, avec nos équipes de call center. Et puis quelques minutes après, ils vont être en contact avec nos hôtesses et nos stewards ou dans nos salons avec nos équipes au sol. Donc un des grands enjeux autour de la data, c'était d'arriver à créer ce parcours fluide qui est évidemment un des attendus très forts de nos clients. Ça paraît absolument naturel quand on a quelqu'un en face de soi qui représente Air France, qu'on parle avec Air France et pas avec l'hôtesse et pas avec la personne des médias sociaux. Mais je pense que vous êtes tous conscients que voilà, cette capacité à intégrer l'ensemble des données et à avoir une donnée qui finalement en temps réel est disponible sur une dizaine de points de contact que peut rencontrer un client, c'est un défi que l'on porte depuis des années et qui finalement est aujourd'hui en passe d'être réglé grâce aux nouvelles technologies, Big Data. La deuxième raison pour laquelle on a créé cette organisation, c'est que on souhaite se démarquer, c'est un enjeu stratégique pour le groupe Air France KLM, de se démarquer autour de la personnalisation. On sait très bien que on n'est pas les meilleurs sur les prix, hein, on est plutôt un groupe haut de gamme et voilà, les gens ne viennent pas forcément vers nous pour le prix. On n'est pas forcément les produits les meilleurs du marché, hein. On sait aussi qu'on a des compagnies asiatiques, on a des compagnies du Golfe qui arrivent avec des coûts bien moins élevés que nous et qui réinvestissent une partie de ces coûts moindres dans plus de personnel, dans des produits qui sont parfois plus luxueux. Donc une différenciation qu'on estime stratégique pour nous, c'est autour de la personnalisation, savoir s'adresser à nos clients et leur proposer le produit qui leur convient et leur proposer donc une expérience mémorable qui fait que justement le voyage suivant, ils voudront à nouveau voyager avec Air France ou KLM. Cette personnalisation, elle passe évidemment par la data, la connaissance client et la connaissance des préférences qu'un client peut avoir avec nous. Voilà, c'est ce sujet-là que je porte depuis maintenant. Très bien, merci Gauthier. Biliana, pour terminer ce cadrage un peu de la discussion, donc les enjeux de réconciliation chez Lacoste, c'est principalement quoi? Tu veux peut-être dire un mot de Lacoste que tout le monde ne connaît peut-être pas? Non, je suis pas sûre. Donc moi je suis Biliana Savic, je suis Global Online Marketing Manager, donc en charge de toutes les, du marketing et du média digital France internationale. Donc Lacoste, bon, je pense que tout le monde connaît, c'était créé en 1933 par René Lacoste, qui était un inventeur. Il a inventé notamment la machine à lancer les balles de tennis, c'était un grand champion de tennis, mais il a notamment inventé le polo. Voilà, donc depuis... et la maille, non? La maille, c'est lui qui a inventé cette maille si particulière. Avec André Gillier, donc effectivement c'est le petit piqué donc, qui a été inventé à l'époque par René Lacoste et André Gillier, et depuis on est distribué dans plus de 120 pays, et voilà, donc c'est une marque qui est internationale, qui s'est beaucoup développée.
Le digital fait partie de notre stratégie depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Donc maintenant, nos priorités, c'est vraiment de réconcilier le online et le offline, parce qu'évidemment, on n'est pas une marque, on n'est pas un pure player du web, on fait beaucoup de choses en digital. Et donc l'intérêt en fait de tout ce qu'on fait en fait aujourd'hui, c'est de prouver que tous les investissements qu'on fait en médias, en marketing digital, c'est un impact non seulement online, ça c'est très facile à traquer, à prouver. L'enjeu maintenant, c'est de prouver l'impact dans les boutiques, parce que tout le monde connaît l'effet repos, tout le monde sait qu'il y a un impact, évidemment. Beaucoup de personnes viennent en ligne pour chercher des produits, des informations, voient une publicité, sont intéressées, puis après vont acheter en boutique. Nous, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est déjà d'avoir quelque chose de tangible, d'avoir des résultats. Donc on a travaillé, on en parlera plus tard, sur une opération au mois de décembre pour avoir des résultats vraiment très concrets sur l'impact de chacun des leviers, chacune des campagnes sur les ventes en boutique. Puis aussi tout ce qui est personnalisation. On a mis en place une DMP. Donc on veut, pareil, personnaliser toutes les communications qu'on ferait auprès de nos clients. Parce que Lacoste, c'est plutôt masculin, mais c'est aussi très femme. On a aussi plein de catégories de produits. On a des vêtements, des chaussures, des sous-vêtements, du parfum, des sacs, voilà, plein de choses. Donc l'idée, c'est d'utiliser la big data pour personnaliser au mieux et surtout casser aussi les silos entre on et off et plus réfléchir online et offline. Normalement, un client, c'est un client, et qu'il soit client boutique ou client e-commerce, c'est un client Lacoste, donc le traiter de la même façon. Et voilà, donc en gros, c'est un peu nos enjeux pour cette année. Très bien. Tout le monde sait ce que signifie l'acronyme ROPO. Research Online, Purchase Offline. J'en profite juste pour préciser à la salle, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à tout moment, si vous avez on refuse les questions. Si vous avez des questions, on les refusera. Mais levez quand même la main, on ne sait jamais, et je vous passerai le micro. Ouais. Et donc ce fameux repos, la première fois qu'on en a parlé, moi j'étais chez Google, c'était en 2005, et c'était pour nous un moyen d'aller pousser les annonceurs à investir davantage en disant voilà, il ne faut pas uniquement mesurer l'efficacité de nos investissements en regardant ce qui est vendu online, mais il faut aussi voir que ça a un impact sur l'offline. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on manquait un petit peu de données pour le démontrer. Aujourd'hui, et on le verra avec Bibiana, il y a quand même vraiment moyen de traquer ça de manière très précise. Donc merci pour cette introduction. Donc là, l'idée, c'est de regarder un petit peu quelles sont les principales initiatives que vous avez poussées, de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc on va, comme d'habitude, commencer par Virginie, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on aborde un sujet en arrivant dans une maison comme Primagaz, qui n'a pas forcément commencé à mettre les bases qui permettent de lancer ce type de projet. Donc comment est-ce que tu approches cette problématique, Virginie, chez Primagaz ? Alors effectivement, on n'est pas encore sur les sujets de DMP, mais c'est dans la roadmap. Et donc, pour l'instant, l'ambition sur la partie traçabilité, c'est déjà de retravailler sur le CRM. Donc c'est vrai qu'on a des commerciaux sur le terrain qui ne sont pas forcément incentivés ou contrôlés sur le fait qu'ils vont bien utiliser le lead qu'on a généré en centrale et sur le digital pour créer le business. Et donc, ils vont plutôt avoir tendance à rémunérer le partenaire. Donc tout l'enjeu, c'est un enjeu essentiellement de changement d'organisation et d'alignement d'objectifs, et ensuite de traçabilité dans le CRM. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on se penchera sur le sujet DMP. Donc tout ceci pour nous permettre... à ce moment-là. Donc tout ceci, effectivement, je pense que pour commencer, c'est bien de se faire accompagner par un acteur externe qui s'y connaît. Tout ceci pour nous permettre de pouvoir mieux allouer et attribuer les rémunérations également sur les différents canaux digitaux en fonction des contributions sur le offline. Une deuxième initiative, cela dit, pour dire qu'on n'est pas complètement à la rue chez Primagaz, on travaille avec des data scientists. J'ai pas dit ça, non. On a lancé un projet de data science pour accompagner les commerciaux à optimiser leur manière de travailler sur le terrain, et également pour leur générer plus de leads en centrale. On a également un projet de refonte de l'espace client, donc qui va nous permettre, on parlait de personnalisation tout à l'heure avec Air France, donc là aussi l'enjeu pour nous, c'est d'avoir un programme de fidélisation vraiment hyper personnalisé en fonction des clients et des marchés. On parlait également de générer du trafic en magasin, donc on étudie en ce moment des possibilités de travailler sur du drive to store, comment est-ce qu'on arrive à géolocaliser les personnes qui sont pas loin de la station ou pas loin du magasin pour pouvoir les amener à changer leur bouteille si elles en ont déjà une, ou à en consigner ou à en souscrire une nouvelle. Également sur la partie événementielle, on s'intéresse à ce qu'on peut faire pour
non seulement être présent sur des salons, mais aussi être présent sur le digital pendant un salon, et donc pouvoir tracer les participants à un salon sur l'habitat en région, par exemple, et les animer d'un point de vue digital, leur pousser des offres au bon moment et au bon endroit. Et enfin, la dernière initiative qui nous intéresse et qui va sûrement disrupter le marché de la bouteille de gaz dans l'année ou les 2 années à venir, c'est une initiative qui a été lancée dans un pays qui consomme beaucoup plus de bouteilles de gaz que nous, au Brésil. Les Brésiliens cuisinent uniquement pratiquement avec des bouteilles de gaz. Et donc, ils ont une forte demande de livraison agile. Et donc, ils ont ubérisé la partie livraison. Ils ont une super appli mobile. Donc, on appuie, en 20 minutes, on est livré de sa bouteille de gaz. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde, et on sait que nos concurrents regardent aussi. Donc voilà, il va se passer beaucoup de choses sur le marché du gaz dans le digital dans les prochaines années. Merci Virginie. Maxime, en fait, chez IP, vous avez réalisé une étude grandeur nature, puisqu'en fin de compte, c'est un annonceur qui vous a confié l'intégralité de ses investissements. Donc là, pour le coup, il n'y a pas mieux pour démontrer l'efficacité réellement du média que de le tester de cette manière-là. Mais je te laisse en parler. Exactement. Donc nous, en tant que régie publicitaire, rarement les annonceurs partagent avec nous leurs résultats, parce que ça voudrait dire que si ça fonctionne, on vend peut-être pas assez cher. Donc généralement, ils gardent tout pour eux. Et il se trouve que dans notre activité de diversification, on a signé des deals de Media for Equity. Donc le Media for Equity, c'est quoi? C'est un échange entre une part du capital d'une start-up et un investissement publicitaire sur le média qui investit. Donc on a signé une petite start-up qui s'appelle Allo Voisin. Et Allo Voisin, c'est une place de marché qui met en relation des gens qui sont dans une même zone géographique pour échanger des services ou des produits. Et donc, à partir de cet annonceur, on a eu la chance de pouvoir devenir, d'une certaine manière, en tant que régie, à la fois annonceur, parce que c'est nous qui pilotons les investissements sur ce compte, agence, parce qu'on décide finalement de la stratégie à la fois créative et du plan média, et diffuseur, parce que le plan ne se fait que sur nos stations. Donc c'est un cas laboratoire qui est absolument idéal, et avec un investissement qui était quand même assez important, dans la mesure où la première année, on a quasiment investi l'équivalent de 7 millions bruts en radio. Donc 7 millions d'euros bruts, c'est quand même un plan, vous connaissez peut-être les taux de négo, malgré tout, ça reste un plan très important. On a aussi diversifié les créations, on a eu 16 spots de 30 secondes différents, on a fait du direct speakerine pour essayer de diversifier les messages, on a fait une opération spéciale chez Bruno Guillon, très intégrée. Les taux de négo sont dévoilés des secrets d'État, c'est de quel ordre? Les taux de négo sont au-delà de 70%. Donc, voilà. Donc on parle d'un plan aux alentours des 2 millions en net. Quoi. Mais enfin voilà, c'est juste pour... Un peu moins, ouais. En tout cas, la première année, c'était plutôt aux alentours de 1 million. Du coup, l'objectif pour nous, c'était quoi? C'était de mesurer déjà si la radio avait un impact sur un site qui était un pure player, donc déjà nouveau. C'est un site, il faut savoir, qui a été créé 1 an avant, dont le trafic a vivoté pendant 1 an avec du Google uniquement. Et à partir du moment où on a lancé la radio, l'idée était de voir ce qui allait se passer, parce que c'était la première fois qu'on ouvrait les vannes. Ensuite, on a voulu essayer de comprendre si on pouvait analyser cet impact. Et c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure. On s'est rapproché des experts de l'analytics télé pour comprendre avec eux si on pouvait dupliquer ou adapter cette mesure de l'impact sur le trafic. L'objectif ultime étant de se dire, est-ce que vraiment on peut optimiser un plan média? Si oui, comment? Et pour attendre quoi? Donc voilà le teasing jusqu'à la question suivante. Je laisse la main. On a hâte d'en savoir plus. Donc, Gauthier, ouais, sur la stratégie un peu qu'on a adoptée. Quelle est ta définition du data lake d'ailleurs? Parce que Philibert disait qu'il y avait autant de définitions que de directeurs de la data customer. Quelle est la tienne? Ouais, c'est vrai que c'est une question un peu compliquée. On a pris le parti d'avoir différentes plateformes de données. On est une compagnie qui exploite quand même de la donnée depuis extrêmement longtemps et je pense qu'on est passé par toutes les étapes de Data Warehouse qu'on utilise encore énormément pour aujourd'hui se lancer dans le Big Data. On a une DMP qui gère l'ensemble des interactions côté digital.
Et notre data lake, c'est l'endroit où finalement on collecte l'ensemble des interactions qu'on va avoir avec nos clients, l'ensemble des expériences qu'on va avoir avec nos clients, et qui va finalement servir de hub pour dire prenons l'ensemble des données que l'on va avoir dans les différentes bases de données qu'on va avoir chez Air France KLM, donc les données de réservation, les données liées à notre programme de fidélité, les interactions qu'on va avoir avec nos clients sur les médias sociaux, les navigations sur Internet, les emails qu'on va envoyer. Voilà, donc être capable, dans une même plateforme, d'intégrer l'ensemble de ces expériences-là et finalement de les intégrer autour du client, qui est finalement notre point central, et dire on crée la vision 360 du client dans ce data lake pour pouvoir ensuite la redonner à l'ensemble des points de contact. Juste sur un peu l'historique, je pense que ce qui est peut-être intéressant dans le cas d'Air France KLM, c'est on a évidemment eu une grande histoire autour des médias digitaux et de la digitalisation de nos équipes. Je pense qu'il y a eu le témoignage de Julien Huechat qui s'occupe de l'acquisition dans nos équipes de marketing digital. On est, je pense, une des entreprises françaises qui est assez en pointe sur ces sujets d'acquisition, d'internalisation de nos achats médias sur le digital. Et donc, de fait, aujourd'hui, on met en place une DMP pour encore avancer un cran plus loin sur ces sujets de marketing digital. On a aussi énormément avancé sur la digitalisation pour nos clients. J'imagine que vous avez tous l'application Air France sur votre mobile. Si vous ne l'avez pas, il est encore temps. Voilà, on a développé énormément de services pour aider nos clients et pour développer des applications qui accompagnent nos clients tout au long de leur voyage, qui permet finalement de faire baisser les niveaux de stress quand il y a besoin, permettre d'envoyer des notifications quand il y a des changements de porte d'embarquement, quand il y a des retards, ça peut arriver, et aider nos clients. On est aussi passé dans une étape de digitalisation de nos équipes. Une des problématiques que l'on avait encore il y a quelques mois, notamment pour nos équipes au sol, c'est que nos clients, ils avaient l'app, ils avaient les informations en temps réel, et nos équipes en face n'avaient pas le même niveau d'information. Donc on a décidé de distribuer des tablettes à l'intégralité de nos équipes, au sol et à bord de nos avions. C'est quand même 25 000 tablettes qui sont distribuées pendant cet été et jusqu'à la fin de l'année, pour digitaliser l'ensemble de nos équipes, et que nos équipes aient aussi les moyens digitaux d'avoir des informations sur les clients qui sont en phase 2, de savoir pourquoi ils sont en phase 2, et pouvoir leur donner les informations ou effectuer un certain nombre de gestes commerciaux pour aider nos clients. Voilà, donc une grande partie digitalisation pure digitale, digitalisation pour nos clients, digitalisation pour nos équipes. Et donc la brique qui manquait finalement, c'est arriver à faire de façon transversale, connecter l'ensemble des points de contact pour éviter que nos agents des call centers aient des informations différentes de nos équipes au sol, que nos équipes au sol puissent envoyer des informations à nos hostesses et nos stewards dans les avions sur des cas un peu particuliers ou des cas opérationnels. Et c'est là-dessus vraiment qu'on a vu toute la plus-value du big data pour le calcul, pour la personnalisation et pour finalement l'utilisation des données en temps réel. Okay. Moi, j'ai bénéficié de la digitalisation des équipes il y a 15 jours en rentrant justement de San Francisco. Et j'ai voulu me faire upgrader parce que chez 55, on est une start-up, une grosse start-up, mais on reste une start-up et on voyage en économie, quelle que soit la durée du voyage. Et j'ai demandé à me faire upgrader, c'était pas possible au téléphone, c'était pas possible sur Internet, c'était pas possible à l'embarquement, mais dans l'avion, en arrivant, j'ai dit s'il y avait une place, ça m'intéresserait. Et ça a été possible, et directement sur sa tablette, il m'a décompté mes max malheureusement, mais au moins j'ai été upgradé, j'ai pu arriver en ayant le dos à peu près d'aplomb. Donc c'est donner la possibilité finalement à l'ensemble de nos équipes de changer complètement de paradigme et de plus être uniquement
là pour enregistrer un bagage, mais pour avoir une vraie relation personnalisée avec nos clients et finalement aussi avoir une relation de service et apporter et faire ce genre de gestes qui sont fondamentaux si on veut avoir une relation. Alors c'est vrai que le chef de cabine était tout fier de me montrer ma fiche. Il me dit, je ne devrais pas vous le montrer, mais je sais tout sur vous. Il avait effectivement toutes les données historiques de ma relation avec Air France. Ici, pourquoi pas vous montrer. On pourra parler de ce sujet-là, des rapports à la vie privée des gens et savoir ce qu'on connaît sur nos clients. Moi, je pars du principe que oui, on utilise de la donnée client, oui, on est fier d'utiliser la donnée client parce que ça rend des services à nos clients. Et donc, vous montrer les données qu'on a sur vous et que, effectivement, on sait que vous êtes un passager qui voyage en éco, mais qui a du potentiel pour se faire upgrader s'il reste de la place. Et c'est une donnée, pourquoi pas la partager avec vous. Okay. Très bien, merci beaucoup. Bibiana, les initiatives. Alors, c'est quoi les principales initiatives chez Lacoste sur ces sujets de réconciliation on-off? Je les connais bien parce qu'on travaille beaucoup ensemble, mais pas tout le monde. Déjà, la première chose, c'est de mesurer l'impact, comme je disais tout à l'heure, de tous nos investissements, toutes nos campagnes digitales sur les ventes en boutique. Donc, on a mis en place en fait une étude sur le mois de décembre avec 55 et l'outil de mesure de Facebook. Donc, à l'époque, ça s'appelait Atlas. Je crois qu'ils ont changé de nom et que ça s'appelle Facebook People-Based Marketing, il me semble. Et c'était une première en France. Hein. Voilà. Depuis, on en a fait d'autres, mais il y a 6 mois, c'était une première. On fait une étude de cas avec Facebook, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très... Enfin, nous, on était très satisfaits des résultats. Ça nous a permis en fait de mesurer, donc on disait, l'impact des campagnes digitales sur les ventes en boutique grâce à la réconciliation justement des données online et offline. Et ça nous a permis, en fait, en gros, comme je disais tout à l'heure aussi, on sait tous qu'il y a un impact repos, etc. Que beaucoup de gens vont d'abord sur le site e-commerce ou voient une campagne en ligne et vont ensuite acheter en boutique parce qu'on sait tous que le taux de transformation online n'est pas énorme et que beaucoup de gens vont sur le site mais achètent après en boutique. Donc là, ce qu'on voulait, c'était avoir quelque chose de concret, de tangible, des chiffres pour 2 choses. Déjà, la première, c'est pour nous mieux monitorer nos investissements en ligne et de ne plus avoir cette vision très monocanal, d'avoir cette vision cross-canal et ensuite de pouvoir mieux réinvestir les budgets, les investissements. Parce que cette étude en fait, nous a permis de voir l'impact du digital sur l'offline, mais aussi sur chaque levier de marketing digital. Donc ça nous a donné des insights hyper intéressants, des choses qu'on avait en fait en tête, des a priori, mais ça l'a vraiment en fait concrétisé et justifié. Par exemple, le display mobile, c'est quelque chose qui ne convertit pas énormément sur le mobile, mais on a vu grâce à cette étude que ça convertit beaucoup plus en retail. Donc ça nous conforte dans cette idée de dire il faut continuer évidemment à investir sur le mobile, c'est logique, et ça nous donne cette data de dire que oui, le mobile ça convertit peut-être moins que le desktop, mais en tout cas en boutique ça convertit beaucoup plus. Donc on a eu beaucoup d'insights super intéressantes comme ceci. On a vu, alors au global, le chiffre clé le plus intéressant, ça a été 25% des acheteurs. Donc cette étude a eu lieu en décembre. Donc 25% des acheteurs boutiques au mois de décembre avaient été exposés au préalable à un touchpoint digital Lacoste avant d'aller acheter en boutique. Donc en gros, on peut dire que 25% des ventes boutiques sont dues à nos campagnes digitales et au site, etc. Donc ça permet de remettre les choses un peu à leur place, de dire ce qu'on fait, le ROI finalement est supérieur à ce qu'on pensait à la base, parce qu'au début on a un ROI qui est très online to online, et là en fait ça rajoute de la rentabilité à nos investissements. Puis le deuxième impact aussi, c'est un peu la communication en interne. C'est-à-dire que on est là, le département digital, ça permet de dire on fait plein de choses, mais il faut nous voir au-delà du chiffre d'affaires e-commerce. On rapporte aussi beaucoup de chiffre d'affaires en boutique. Donc évidemment, il faut continuer à investir beaucoup et réallouer plus de budget sur le digital. Donc voilà, c'est vraiment les principaux insights qu'on a eu avec cette campagne. Après, il y a d'autres choses qu'on fait, par exemple avec donc ça c'est sur le tracking, c'est une étude qu'on a faite avec 55. On utilise aussi beaucoup la DMP donc pour réconcilier le online et le offline. Un exemple typique que beaucoup utilisent, le retargeting par exemple. La plupart des annonceurs, quand ils utilisent le retargeting, en fait, si un client, un visiteur vient sur le site, voit un produit et va l'acheter en boutique, la plupart des annonceurs, pour eux, ils n'ont pas la donnée de l'achat en boutique et du coup continuent à retargeter la personne sur le web alors que la personne a acheté le produit et du coup ça ne l'intéresse plus. Donc en fait, ils diffusent la pub pour rien.
Donc nous, avec la DMP, on arrive en fait à envoyer ces données-là des acheteurs boutiques. On dit, cette personne est venue sur le site, elle a acheté en boutique, donc maintenant on arrête de la retargeter. Donc ça permet d'enlever des irritants et puis ça permet d'améliorer les performances des campagnes. Donc en gros, voilà, on utilise plusieurs outils pour essayer de réconcilier le online et offline. Et avec l'étude qu'on a faite avec 55, l'objectif c'est d'avoir des chiffres pour prouver l'impact et le chiffre d'affaires généré. Il y a une autre info aussi intéressante, que je peux communiquer. On a réussi à prouver que pour 1 euro investi, par exemple sur Google AdWords, qui représente quand même une grosse partie du chiffre d'affaires e-commerce, on génère 4 euros en boutique. Donc ça remet encore en place le ROI et ça rajoute 40% de ROI additionnel par rapport à ce qu'on calcule à la base, c'est-à-dire le ROI online to online. Là, avec le ROI online to offline, on peut rajouter 40% de ROI additionnel sur les campagnes AdWords. Donc ça, c'est un exemple, mais sur tous les autres leviers, on a réussi à le calculer. Et voilà, encore une fois, pour nous, l'objectif, c'est de réallouer les budgets, de piloter en fait les campagnes sur un ROI réel, parce que le ROI online to online, c'est un ROI qui est quand même très limité, entre guillemets, qui n'est pas une réelle vision de ce qu'on fait, surtout qu'on n'est pas un pur player du web, et nous, la majorité de notre chiffre d'affaires se fait quand même encore en boutique. Donc voilà, donc pour nous c'était très intéressant. Tu veux aller au Roland-Garros, Bibiana, parce que là t'es allé beaucoup plus loin par rapport au fil de notre échange. D'accord. Bon, je vais Merci beaucoup, mais de toute façon on y reviendra, tu vas être obligé de partager d'autres insights, des chiffres plus précis pour maintenir un petit peu de suspense. Donc ensuite l'idée c'était de discuter un petit peu justement des technologies, donc là tu en as un peu parlé, des technologies que vous avez utilisées vraiment pour mettre en place ces dispositifs et discuter un petit peu des principales difficultés rencontrées et évidemment ensuite parler un peu des KPI, comment est-ce que vous mesurez le succès ou non de ces différents sujets. Donc c'est vraiment technologie, difficultés rencontrées et quels résultats vous avez, comment est-ce que vous avez mesuré le résultat de ces différents dispositifs. Alors, pour Virginie, pour la mesure, ça va être plus compliqué, mais tu sais comment est-ce que tu vas le mesurer. Je ne sais pas si... Mais voilà, en termes de techno, est-ce que vous avez déjà fait des choix en termes de difficultés, en termes de résultats? Est-ce que tu peux partager quelques insights avec nous là-dessus? Alors, pour l'instant, c'est trop tôt sur la partie DMP, parce que ça va être un projet qui va être mené au niveau du groupe SHV, donc il y a un groupe néerlandais... Et du coup, c'est eux qui choisiront la techno et l'agence aussi, et également l'équipe IAIS. Voilà. Je ne peux pas en partager encore pour la partie Primagas France. Très bien, merci. Maxime, techno, difficulté, résultat. Ouais, on est en plein séquençage, le suspense est à son comble. Donc nous avons utilisé 3 technos donc, qui sont... Olimetrix, Realytics et Admo.tv, on les a utilisés successivement, donc pas en même temps. On a évidemment utilisé Google Analytics avec le compte de la startup Allo Voisin, parce que finalement tout le monde se plug in fine sur le site de l'annonceur. Il a fallu définir des KPI, donc pour l'activité du site, on avait évidemment les visites, mais après le niveau suivant c'était les inscriptions, et le niveau d'après c'était les postes de demande ou alors les réponses à un besoin. Exemple, je cherche une perceuse à Levallois, et il y a quelqu'un qui va y répondre. Ça, c'est le niveau d'engagement ultime de la personne qui est inscrite. Les difficultés qu'on a rencontrées. Donc, déjà, avant de parler de difficultés, on a constaté, déjà dans Google Analytics et sur les plateformes dont j'ai parlé, que la radio avait un impact colossal sur le trafic. Donc ça, c'est déjà le principal enseignement. Maintenant, quand on parle de difficultés, on parle de difficultés par rapport à nos attentes. C'est-à-dire que la promesse de ces sociétés est de analyser le drive-to-web dans une approche d'attribution. C'est-à-dire que je vais essayer de réattribuer, comme je le fais sur le digital, un impact sur le site internet ou sur une application mobile avec la diffusion d'un message en radio. Sur ce sujet-là, ce qui n'a pas été déjà très simple, c'est que les 3 acteurs qui sont sur le marché ont des méthodos qui sont différentes. Donc ça veut dire que déjà, elles parlent le même langage. Donc il va y avoir une mesure du trafic direct. Direct, on appelle direct, c'est juste après un message radio. Et indirect, sur une période plus ou moins longue de par exemple à partir de 15 minutes jusqu'à 3-5 jours. Mais déjà, sur ces définitions, ils ne sont pas d'accord. Parce que, par exemple, le premier acteur, Olimetrix, va estimer, de manière générale, que tout ce qui se passe dans le premier quart d'heure après la diffusion, c'est de l'impact direct. Là où un Realytics va avoir une approche qui est pragmatique, qui est de se dire... Pragmatique, ça ne veut pas dire mieux, ça veut juste dire différente, et qui consiste à dire qu'ils vont observer a posteriori sur la campagne comment réagit le trafic,
ils vont réintégrer le spot à spot et ils vont voir que par exemple le matin, l'impact il se fait à 20 minutes, là où l'après-midi il se fait à 10 et le soir il se fait à 15. Donc c'est vraiment une approche plus empirique des choses. Là où Admo, alors eux c'est encore différent, ils ont une stratégie ils ont un outil de production qui utilise le machine learning, et donc ils vont anticiper le trafic du site avant la diffusion du spot, où est-ce qu'il aurait dû arrêter, le spot est diffusé, et ils vont mesurer l'uplift pour chaque spot, qui correspondra à l'incrémental de trafic. Donc les difficultés qu'on a eues, c'est que finalement, quand on utilise 3 technos, on a 3 rapports différents, avec toute la big data que ça comporte. Donc la plupart vous proposent des très belles interfaces, très intuitives, très proches de ce qu'on a sur le digital, des rapports Excel avec 1000 colonnes et 1000 lignes, et la possibilité de retrier autant qu'on veut. Donc moi, je vous donne mon feedback de directeur marketing pluricasquette sur ce cas précis, parce que je suis annonceur, agence et diffuseur. Et très honnêtement, il a été difficile de trouver un enseignement concret sur est-ce que j'ai plutôt intérêt à communiquer sur RTL à 7h, sur Fun Radio à 10h, parce que finalement, en croisant mon tableau dynamique dans tous les sens, j'avais pas de vraies règles qui ressortaient quand je regardais par le trou de la serrure dans une approche micro. Donc il a fallu prendre beaucoup de hauteur et se dire, bon, est-ce que déjà je peux voir une tranche horaire au sens large? Est-ce que le matin, par exemple, il se passe plus de choses que l'après-midi? Tout en ayant en tête qu'on parle d'un média qui est la radio, et la radio, c'est un média d'activité secondaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on écoute la radio, la plupart du temps, on fait autre chose. Donc on prend sa douche, on se lave les dents, on petit déjeune, on conduit sa voiture. Donc on n'est pas forcément enclin à avoir son smartphone directement. Et tiens, il y a une pub Primagaz qui me renvoie vers primagaz.fr. Je vais me jeter sur mon téléphone parce qu'il faut absolument que je réserve ma bonbonne. Donc ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Du coup, ces sociétés, de mon point de vue, ont tendance à optimiser sur le direct. Et ça peut être une certaine limite qui d'ailleurs se rapproche des débuts du digital avec le display quand on parlait d'une optimisation sur le clic. Une campagne display qui fonctionne, c'est celle qui a le meilleur taux de clic. On sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas la réalité, que ce n'est pas la bonne manière, que le display a un rôle à jouer de passeur jusqu'au dernier clic, que le dernier clic, c'est ce qui a fait la richesse de Google, mais est-ce que finalement, il faut mesurer le offline de cette manière? Est-ce que c'est uniquement dans les 7 minutes qu'on mesure l'efficacité d'un plan TV ou d'une campagne radio? Ma réponse personnelle, c'est non. Maintenant, on peut en débattre, mais on peut penser aujourd'hui que ces technologies peuvent avoir tendance à s'enfermer dans des méthodos dans lesquels il est difficile de sortir en prenant de la hauteur. Et c'est un petit peu la difficulté qu'on a rencontrée. Donc je ne vous dis pas qu'on n'a pas des enseignements, et on en a eu. Maintenant, je dis simplement qu'il y a un risque à prendre pour argent comptant ce qu'on vous donne, sachant qu'il y a 3 sociétés qui donnent des choses différentes, et qu'en matière de offline, il y a un rôle de prescription, il y a un décalage qui est toujours là entre la diffusion d'un message et la réalité de ce qui se passe. Là, on était sur un pure player, donc allô voisin. Si vous écoutez le message aujourd'hui, par exemple, sur RTL, est-ce que vous avez tous un besoin dans l'instant, et je parle bien dans l'instant, de bricolage, de perceuse, de service, de montage de meubles? Pas forcément. En revanche, le fil rouge auquel vous allez être exposé avec la répétition va faire en sorte que vous allez peut-être petit à petit enregistrer le message, comprendre l'usage, et dans un mois, le jour où vous allez commander votre placard Ikea, peut-être que vous vous direz que ce n'est pas le bon moment pour vous de le faire, mais que quelqu'un pour 20 € va vous le faire et que ça va vous servir. Et dans ce cas-là, on sera incapable de réattribuer finalement l'effet du spot radio sur le téléchargement de l'appli et la conversion du fameux message. Donc tout ça pour dire que les choses dans la vraie vie ne sont pas aussi simples qu'elles ne peuvent l'être dans un tableur Excel, donc il faut quand même faire attention. Et rapide question pour toi, donc les 3 technos donnaient des résultats différents. C'était des gros écarts, des légers écarts, et parfois est-ce que tu avais des informations contradictoires, des enseignements contradictoires jusque-là ou... Alors, c'est-à-dire que des informations contradictoires, forcément dans la mesure où la définition de départ n'est pas la même. Donc déjà, ce qu'on va appeler direct, je l'ai dit, c'est pas la même entre 2 sociétés, donc forcément, le poids du direct par rapport au poids de l'indirect ne sera pas le même, et les enseignements qu'on pourra en conclure ne seront pas les mêmes. Donc ça, c'est déjà le principal point. Parce que nous, on fait beaucoup d'études d'attribution, mais qui sont plutôt cantonnnées au digital, même si de plus en plus on intègre d'autres canaux et du média offline. Et c'est vrai que sur le digital, pour le coup, tu vas avoir des définitions qui vont être différentes, parce que tu vas prendre en considération des post-impressions à 6 mois, à 6 jours. Donc ça peut changer. Mais globalement, c'est vrai qu'on arrive quand même à une lecture assez cohérente, et quels que soient un peu les outils qu'on puisse utiliser, on arrive quand même toujours à des résultats qui sont... Donc voilà, c'est un peu différent de ce point de vue. Mais pour compléter le point,
ce que je peux vous donner comme enseignement, c'est que le trafic direct sur un média offline comme la radio ou la télé, il est inférieur à 25% du total. Donc ça veut dire que déjà, vous axez tous vos enseignements sur ces 20-25%, et certains acteurs vont jusqu'à réattribuer l'indirect sur chaque spot. Et c'est là-dessus que je dis attention, parce que si vous prenez un trafic qui a lieu 4 jours après et que vous assurez aux clients que ce trafic-là provient d'un spot qui a été diffusé 5 jours avant sur une station, on peut en débattre, surtout sur un plan radio. Pour les annonceurs de la salle qui font de la radio, il arrive très fréquemment que plusieurs spots de plusieurs stations passent au même moment, parce que les coupures publicitaires sont souvent simultanées. Et donc, comment finalement arriver à réattribuer un message qui a lieu 3 jours après sur un spot où finalement il y a 15 stations en même temps, il y a 100 spots sur la journée. Objectivement, c'est compliqué, on est sur des médias qui ne sont pas connectés. Donc mon message aujourd'hui, c'est de dire attention à la martingale. Tout ça peut être de la poudre de perlimpinpin. Il faut se méfier, voilà. Très bien. Gauthier, en termes de techno, chez Air France, donc, qui est un des acteurs les plus avancés sur la mise en place de ce type de dispositif, c'est quoi les technos principalement utilisés chez Air France ? Sur les technos, en fait, le big data, c'est presque de l'histoire ancienne chez Air France, puisque ça remonte à des expérimentations qu'on a faites en 2011 sur tout ce qui était revenu management, donc l'attribution des prix sur chacun des sièges de nos plus de 2000 vols quotidiens. Vous savez sans doute, on fait revenu management, donc on attribue quasiment à chaque siège un prix en fonction du moment de la journée, de l'époque, du remplissage, etc. Donc 2008, on a voulu raffiner notre façon de faire du revenu management en prenant en compte plus d'historique de réservation, on va prendre 2 ans d'historique, et en prenant des critères de personnes qui ne se présentaient pas sur les vols, au contraire de personnes qui se présentaient de façon imprévue sur les vols. Et finalement, avec les technologies qui existaient à l'époque, pour faire le traitement, le calcul quotidien de nos prix, il fallait 3 jours. Petit problème technique, et là nos équipes se sont tournées vers les technologies Big Data qui étaient naissantes à l'époque, et ont résolu cette problématique de traitement massif de données en créant une plateforme Big Data pour nos prix. Donc finalement, niveau technologique, pour tout ce qui est Big Data, on se repose beaucoup sur l'expertise de nos équipes en interne, et finalement on a créé une plateforme Hadoop MongoDB dans nos locaux, sur lequel on développe et qui devient le data lake. Évidemment, quand on parle technologie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre objectif c'est de connecter ce data lake avec l'ensemble des points de contact qui pour le coup ont eux aussi des technologies qui sont complètement différentes. On va avoir des technologies que vous connaissez tous sur le marché, nos médias sociaux, ils sont gérés sur Salesforce. On va avoir des outils qui sont développés en interne pour ce qu'on a fait sur les iPads de nos agents. On a des outils internes dans nos call centers. Voilà, donc on a une multitude finalement de technologies, et c'est une des difficultés qu'on a dû relever sur ces derniers mois. Comment est-ce qu'on arrive à finalement, sur des outils qui sont parfois un peu fermés, à récupérer la donnée pour pouvoir la traiter et la recouper, et dans l'autre sens, arriver à redonner dans un outil comme Salesforce des données CRM, comment dans notre DMP qui est Relais 42, comment est-ce qu'on intègre ces données CRM pour, comme on disait tout à l'heure, éviter d'arriver à retargeter un client qui a déjà acheté un billet d'avion, ce qui effectivement est de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà, donc ça, c'est une des difficultés. Si il fallait parler un peu de réussite et de choses dont on est assez content, ça va être aussi sur ce qu'on fait autour
nos data scientists autour d'algorithmes, de reconnaissance client, de prédiction, qui nous permettent notamment de personnaliser la communication client. Pour vous donner un exemple, on a développé un algorithme de prédiction de votre prochaine destination préférée. Donc on va analyser votre historique, on va analyser l'historique de clients qui vous ressemblent ou qui ont fait des voyages un petit peu comme vous, et on va vous dire parce que vous avez voyagé en Asie et que vous avez déjà fait Tokyo et Pékin, votre prochaine destination c'est vraisemblablement Shanghai, avec finalement on a testé des taux de réalisation de ces prédictions qui sont assez impressionnants. Et on va utiliser ces données-là pour finalement envoyer des mails qui sont beaucoup plus personnalisés. Aujourd'hui, on envoie quand même plus de 500 millions de mails par an à nos clients. Donc voilà, vous en recevez certainement vous aussi. Notre objectif, c'est d'arriver à faire des mails qui sont finalement comme ça personnalisés et qui vont pas se retrouver dans votre poubelle parce que justement vous allez avoir quelque chose qui va vous accrocher. On a justement fait des tests de campagne, A/B testing classique, hein. On envoie de la campagne personnalisée avec votre destination, future destination préférée et des emailing complètement classiques avec les 5 destinations qu'on vend le plus facilement. Et on avait des taux d'ouverture et des taux de conversion qui étaient nettement plus élevés que des campagnes classiques. Donc ça, c'est vraiment extrêmement vertueux, hein. On envoie moins de mails, donc même si ça coûte pas très cher, c'est toujours un peu moins de mails. Ça spamme moins nos clients et en plus on vend mieux. Donc vraiment la martingale. Donc voilà, ce genre de sujet où vraiment on se rend compte de l'effet du machine learning, des algorithmes et de l'utilisation de la technologie à des fins commerciales, mais aussi de services à nos clients. Mais là, dans le cas d'Air France, on parle vraiment d'expérience utilisateur. En termes de satisfaction client, vous avez mesuré l'impact de la mise en place de tous ces dispositifs. Vous sentez qu'il y a que le client le ressent et apprécie. Ouais. On sent, donc on suit effectivement la satisfaction client, notamment à travers le NPS, Net Promoter Score. On voit les détracteurs versus les promoteurs de notre marque. Et oui, on voit une augmentation parce que nos personnels qui sont au contact du client, ils peuvent avoir cette approche beaucoup plus personnalisée. Ils ont la capacité de faire des choses qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire jusque-là. Je vous donne un autre exemple à bord de nos avions. Maintenant, avec l'iPad, on a la capacité d'enrôler donc dans notre programme de fidélité directement un client. Jusque-là, vous aviez un papier dans le magazine de bord. Vous remplissiez à la main, vous le donniez à l'hôtesse qui l'envoyait au service de traitement qui se trompait une fois sur deux parce que vous aviez mal écrit sur votre bordereau. Aujourd'hui, voilà, il y a la possibilité de vous enrôler directement sur la tablette, de vous envoyer directement l'email. Vous êtes maintenant membre Flying Blue. By the way, votre voyage que vous êtes en train d'effectuer, où vous n'étiez pas encore Flying Blue, on vous a déjà crédité les miles de votre voyage. Donc voilà, donc apporter finalement beaucoup de simplicité, tout ce qu'on attend aujourd'hui de façon assez naturelle sur l'ensemble des outils digitaux, et finalement avoir ces interactions qui, oui, sont remarquées par les clients. Ok, merci. Alors, Biliana, au niveau... pardon, il y a une question. Alors, aujourd'hui, non. Alors, sur les concurrents, non. On commence à partager des données avec nos partenaires. Donc ça, c'est fondamental. Après, il y a des changements, de technologie qui vont arriver, notamment avec les agences de voyage et les agences de voyage online. Donc aujourd'hui, si vous faites une recherche, par exemple, sur un site n'importe lequel,
et qu'un résultat Air France apparaît, on ne va pas le savoir. Dans quelques mois, on va avoir l'ensemble de ces informations-là sur le fait que vous avez recherché un Paris-New York, que vous avez eu un résultat Air France et que finalement, vous n'avez pas choisi Air France. Donc ça va être de l'information extrêmement importante qui évidemment aujourd'hui nous échappe. Aujourd'hui, on a les informations de recherche sur nos sites. On travaille aussi avec l'ensemble des grands acteurs du digital, les Google. On travaille beaucoup avec Google pour partager les informations, donner les informations dans Google pour aussi que le client, quand il fait sa recherche dans Google, il puisse avoir une expérience qui lui donne aussi les détails du produit, qui puisse lui donner des aperçus des cabines, etc. Voilà, donc être capable de s'ouvrir sur l'extérieur pour récupérer plus d'informations et puis aussi être capable de donner plus d'informations sur l'ensemble, là où sont nos clients. Oui. Une question aussi, ce matin on était à un événement organisé par mon confrère sur le BG là, et quelqu'un de chez Air France nous disait que vous testiez le Door to Aircraft. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la capacité de connaître vos clients, donc savoir d'où ils viennent et avoir tout le parcours avant qu'ils montent dans l'avion? Par exemple, moi je vais souvent à Tarbes et je m'arrête dans le hall EC et je consomme toujours le Starbucks, machin. Est-ce que vous êtes capable après de faire des promotions par rapport à ça? Alors, on se lance effectivement sur la géolocalisation à travers votre app. Donc, on va vous demander de partager votre localisation avec nous. Et effectivement, aujourd'hui, quelques heures avant votre vol, on va vous dire voici votre parcours entre là où vous vous trouvez et votre aéroport de départ, en transport en commun ou en voiture, avec du temps réel sur le trafic et sur les transports en commun. C'est quelque chose sur lequel on veut évidemment avancer, et notamment sur la géolocalisation indoor, qui est évidemment un peu plus compliquée que la géolocalisation outdoor. On va faire des tests cet été pour effectivement géolocaliser dans les aéroports et notamment donner des informations sur des moments de stress dont je parlais en début de table ronde, être capable de vous dire, vous rentrez dans l'aéroport, votre porte d'embarquement c'est la porte L46, pour aller en porte L46, voilà le cheminement, et vous allez passer 5 minutes pour vous faire contrôler vos bagages, vous allez passer 10 minutes pour faire contrôler votre passeport, vous allez passer 2 minutes dans le petit train qui donne aux portes L, et puis vous allez marcher 3 minutes. Donc vraiment, la façon dont on voit la géolocalisation, pour répondre à votre question, c'est avant tout de la réassurance. Notamment nos passagers qui sont en correspondance à Roissy. On a des passagers chinois qui arrivent pour la première fois en Europe à Roissy, qui n'est pas l'aéroport le plus simple du monde, même si aujourd'hui il y a de la signalétique en chinois, donc c'est plus facile. Néanmoins, il faut se retrouver dans les couloirs pour attraper un vol vers l'Italie, etc. Donc de la réassurance, avant de dire on va utiliser ces informations-là pour pousser une promotion. Pour pousser quelque chose, même si on regarde avec nos propres produits, dire vous êtes proche du salon, pourquoi est-ce que vous ne payez pas une entrée au salon si vous n'avez pas accès avec votre niveau de fidélité, pourquoi est-ce que vous ne réservez pas votre soin pendant que vous êtes au salon, etc. etc. Voilà. Très bien. Une autre question. Vous travaillez où? D'accord. Une première question pour la thématique. Le micro arrive toujours trop tard. Et après, une question plus générale. En fait, sur la partie géolocalisation, il y a une news qui est arrivée il y a quelques jours, comme quoi iOS 11 permettrait aux utilisateurs de pouvoir empêcher les apps de géolocaliser
la personne lorsque l'app est fermée, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui est aujourd'hui utilisée par Uber et Vélib. Donc a priori, ça va limiter ce type d'utilisation. Donc en fait, ma question est liée à ça. L'aéroport, c'est un lieu où se mélangent les datas de l'airline, les datas de l'aéroport et les datas de tous les commerçants qui sont dans l'aéroport. Il y a probablement une richesse très importante en termes de connaissances clients à croiser toutes ces données-là. Est-ce que vous êtes au courant si ces initiatives existent chez Air France ou chez d'autres? Puis une deuxième question qui n'a rien à voir mais qui s'adresse à tout le monde. Il y a la RGPD, donc la directive européenne de la réglementation générale de la protection des données qui aura lieu en mai 2018. Et ma question est, qu'est-ce que vous faites pour vous y préparer? Voilà, je vous remercie. Alors je prends la première question. Je peux aussi répondre à la seconde. Sur la première question, alors il y a une autre annonce sur iOS 11, c'est qu'ils vont mettre à disposition de la géolocalisation, enfin les plans d'aéroport. Donc bon, ils jouent un peu sur les deux tableaux avec effectivement des restrictions, mais aussi la possibilité de faire de la géolocalisation indoor, parce qu'ils ont bien compris que c'était un sujet majeur commercialement. Effectivement, nous, c'est très clair. Hein, la géolocalisation, c'est pas pour fliquer nos clients, c'est avant tout pour rendre des services. Ils vont dire, bah voilà, ce que je disais tout à l'heure, faire baisser le niveau de stress parce qu'on sait où vous êtes, on sait combien de temps que vous allez mettre pour arriver à votre étape suivante, et donc finalement, ça vous permet d'être rassuré. Dans des moments où même moi, après, je voyage toutes les semaines, je suis encore stressé quand j'arrive à l'aéroport pour savoir combien de temps je vais mettre pour passer les filtres. Et bon, je sais combien de temps je mets pour aller jusqu'aux portes, mais voilà, j'ai encore, en tant que voyageur hyper fréquent, c'est un moment de stress. Donc on pense que en donnant des services extrêmement clairs, et ça répond un peu aussi à la deuxième question, en étant tout à fait transparent avec nos clients sur la façon dont on utilise les données, on pense que nos clients ils seront d'accord pour partager leurs données. On se met en ordre de bataille pour s'assurer que si un client il n'a pas envie d'avoir ces services-là, et qu'il n'a pas envie qu'on l'appelle Monsieur Untel et qu'il n'a pas envie qu'on lui propose un surclassement à bord, eh ben, on ne lui propose pas. C'est ça le fondamental de la GDPR, c'est être capable de recueillir le consentement du consommateur et de s'organiser pour que, oui, il soit conscient des données qu'on a sur lui, de l'utilisation qu'on fait de ces données-là, et qu'il ait à tout moment la capacité à dire stop, je ne veux pas, ou je veux donner ça, mais je ne veux pas donner ça. Merci. Oui. Merci. Bonjour Gauthier. Romain, Live Rampon. Pour réagir un petit peu à la question qui a été posée sur la géolocalisation. Alors, côté UK, l'aéroport d'Heathrow, donc Axiom Live Ramp sont aussi présents au UK. Par rapport à GDPR aussi et au consentement, ce qu'ils ont mis en place, ce qui est très intéressant et qui marche très bien, c'est dès qu'une personne réserve un vol au départ d'Heathrow, Heathrow envoie un email à la personne pour demander le consentement sur des offres promotionnelles dans l'aéroport. Et après, même sans la géolocalisation, alors si iOS 11 empêche ce qu'on vient de dire, mettons par exemple avec leur système de location de voiture, quand on arrive dans le parking de l'aéroport, et bien dès que la plaque de la voiture est scannée, est identifiée, c'est rapproché donc avec la réservation de la personne. Et donc là, il y a un push sur la notification, push notification sur l'application Heathrow, qui va dire à la personne bienvenue, votre vol, enfin toutes les informations que tu as évoquées, et bénéficier également de moins 30% dans votre magasin préféré qui est présent à l'aéroport, moins 20%, etc. dans tes rayons. Est-ce que c'est des choses, chez Air France, vous avez réfléchi à ces sujets-là, à faire des partenariats avec des marques présentes, des magasins dans l'aéroport? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, mais effectivement, il y a plein de use cases qui viennent en tête quand on parle de géolocalisation.
aujourd'hui, nous, on se tourne vers des use cases un peu opérationnels. Effectivement, on sait pas vraiment. On sait que nos clients hyper fréquents et qui voyagent pour motif business et qui font l'aller-retour journée, en gros, ils arrivent à l'aéroport 3/4 d'heure avant le vol. Et voilà, leur objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Ils ont pas le temps d'aller au salon, ou alors ils prennent un café au vol. Et voilà. Après, on a beaucoup de cas où des retours en fin de journée, on a des clients qui ont pris des billets pour relativement tard dans la journée. Finalement, la réunion se terminait plus tôt et ils arrivent à l'aéroport et ils se présentent sur un vol plus tôt. Voilà, ça, ce cas-là, c'est un cas parfait où on dit, bah voilà, on repère que vous êtes dans l'aéroport d'où vous devez rentrer un petit peu plus tôt que prévu. Il se trouve que le vol d'avant, le vol sur lequel vous êtes prévu, vous pouvez encore l'avoir. Alors, pourquoi pas pousser une information, dire est-ce que vous voulez le prendre ce vol-là? Donc voilà, être capable finalement, encore une fois, avant de développer des partenariats commerciaux, même si on discute de partage d'informations, notamment avec ADP ou Schiphol à Amsterdam, avant de parler de partenariats commerciaux, se centrer sur l'opérationnel et la facilitation de la vie du client. Merci. Ok. On va réussir à atteindre Bilyana ou pas? Bilyana, alors, les technologies, les éventuelles difficultés, et en même temps, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que tu as travaillé avec 55, donc quand on travaille avec 55, il n'y a pas de difficultés. Non, mais donc du coup, sur cette campagne, sur cette étude de tracking multicanal, ça a été, enfin, les difficultés, en gros, c'était... ça vient pas du tout de cette étude-là, mais c'est tous les trackings qu'on met en place aujourd'hui sur les campagnes marketing digitales. Donc, nous, on a le tracking Google Analytics. Sur les campagnes médias, on met également des trackings de visibilité. Donc, on utilise Integral Ad Science. On met le tracking de la DMP. Là, il fallait rajouter le tracking Atlas. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de tracking. On travaille avec beaucoup de prestataires différents, avec des agences, avec des prestataires en direct, etc. Donc, c'était quand même un travail colossal pour mettre tout ça en place. Donc, heureusement que Fitrifab nous a accompagnés là-dessus et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à le faire. Donc, maintenant, l'idée, c'est de le pérenniser. Donc, on avait fait cette étude en one shot. Donc, voilà, l'idée, c'est de le pérenniser, de faire ça tous les mois, d'avoir vraiment un résultat, un ROI online et offline, d'avoir l'impact du digital sur le business retail tous les mois. Donc, je vais dire que c'est une difficulté, mais c'est un peu, voilà, on a fait ce one-shot-là qui était un vrai succès. Comment maintenant l'automatiser et aller au-delà et faire ça en fil rouge, quoi. Donc, voilà. Ouais, ça c'était un peu la dernière question, c'était effectivement what's next et tout, donc ça c'est intéressant. Aujourd'hui ces études elles ont été présentées chez toi au niveau direction générale, ce qui permet aussi de démontrer l'importance du digital, et c'est vrai qu'il y a des boîtes dans lesquelles c'est toujours important d'aller évangéliser, de montrer que le digital c'est pas uniquement le fait d'avoir un peu de business sur l'e-commerce, mais plus globalement c'est un poids important pour le développement de la marque, pour le développement de l'engagement avec les consommateurs. Donc ça a plutôt bien fonctionné de ce point de vue-là. Voilà, ça c'était, comme je disais, il y avait pour nous deux intérêts. L'intérêt pour nous déjà de monitorer les budgets, les campagnes, les investissements. Et le deuxième intérêt qui est aussi hyper important qu'on a dans une marque retail, mode, etc., c'est de montrer en interne à la direction que nos investissements, que les campagnes qu'on fait ont un vrai impact. Et ça, pour nous, c'est de l'or, quoi, parce que c'est bien de le dire, d'avoir des données du marché, mais d'avoir des chiffres concrets suite à une étude qui a été réalisée sur tous les canaux, etc., c'est de l'or. Et c'est quelque chose qu'on a présenté à plein de comités, à plein de séminaires, de réunions. Et voilà, on a dit, voilà, ce qu'on fait sur le digital, il y a du repos, etc. Mais voici les chiffres. Et c'était très, très, très bénéfique pour nous, pour l'équipe digitale, vraiment, dans Lacoste en général. Nous, on travaille beaucoup aussi dans le secteur automobile, et c'est vrai que, bon, encore Lacoste, c'est une activité e-commerce, mais il y a des secteurs comme l'automobile où il y a quand même très peu de e-commerce, même s'il y a quelques initiatives. Et là, pour le coup, c'est vrai que la démonstration du rôle du digital, et vu les sommes engagées, parce qu'on parle de plusieurs centaines de millions d'euros généralement, c'est vrai que c'est le type d'études qui sont intéressantes. Et je dis pas ça pour Sophie, qui est chez Peugeot là-bas. Et donc ça c'était la dernière question, c'était what's next, et l'avant-dernière c'était d'un point de vue organisationnel, comment est-ce que ça s'est géré chez Lacoste, parce que en fait Lacoste c'est quand même pas une organisation mastodonte en termes de marketing, vous n'êtes pas une équipe trop large,
Donc il n'y a pas eu trop de sujets de guerre de chapelle. Non, là c'est vraiment du digital. C'est l'intérêt, voilà, c'est l'impact du digital sur l'offline. Donc forcément, ça vient de chez nous. C'était notre initiative. Et l'organisation est assez simple. C'est vrai que tout le digital est géré dans le sein de l'équipe digitale. En plus, voilà, je gère le marketing, la performance, aussi le média digital. Donc ça montre qu'on casse aussi les silos entre le branding et la performance. Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi, je pense encore maintenant dans beaucoup d'entreprises, où il y a vraiment le branding d'un côté et la performance de l'autre. Nous, voilà, on essaie de casser ces silos. Il y a encore des parties qui sont gérées dans l'équipe communication. On travaille énormément ensemble. Voilà, et sur ce genre de problématiques-là, on est vraiment leader sur le sujet. Ça vient vraiment de chez nous, le digital. Et voilà. Parce que vous, en plus, la partie communication, c'était historiquement Lacoste, et toute la partie distribution, c'était Devanlay, donc c'était quand même deux entités différentes. Que, voilà, Devanlay a racheté Lacoste, donc maintenant, Devanlay n'existe plus, on est tous Lacoste. Mais c'est vrai qu'au début, moi j'ai été embauchée par Devanlay à la base. Devanlay était distributeur de Lacoste, mais on n'était pas propriétaire de la marque. Donc c'était un peu compliqué, parce qu'effectivement, la communication était faite par Lacoste, et tout le reste, le e-commerce, la distribution par Devanlay. Et voilà, il y a quelques années, Devanlay a racheté Lacoste, et maintenant on est tous une seule entreprise, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et ça nous aide vraiment au quotidien. Donc ça c'est vraiment une autre chose. Et en plus maintenant voilà, on casse tous les stylos, les différents canaux, le branding, la perf, etc. Donc on va vraiment dans le bon sens, parce qu'on se rend compte que faut pas travailler chacun dans son petit coin avec chacun ses sujets, que tout ça voilà, c'est des sujets qui sont communs à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui viennent de chez nous. Traquer l'impact du digital sur les boutiques, c'est normal, c'est nous qui souhaitons prouver. Très bien, merci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci Biliana. Donc pour Gauthier, d'un point de vue organisationnel, pour le coup, je pense qu'Air France c'est un petit peu plus complexe. En termes d'organisation, j'imagine qu'il y a eu plus de discussions sur comment et qui est-ce qui gérait ces sujets-là. Comment est-ce que ça s'est résolu ? On a effectivement eu des sujets organisationnels. La data, par définition, elle est transverse tout métier. Donc on a créé une entité dédiée sur ces sujets-là, donc ma direction, qui fait partie de l'organisation du digital, parce que c'est là où il y a le plus de data, et c'est là où finalement on avait le plus d'utilisation de la data jusque-là, mais qui a l'ensemble des métiers en interlocuteur. Donc voilà, l'option organisationnelle qu'on a choisie, c'était quand même de centraliser l'ensemble de ces sujets-là dans une seule entité, pour pouvoir porter cette omnicanalité, et de pouvoir porter des sujets extrêmement transverses, comme la qualité des données, comme le respect de la vie privée, et pouvoir, pour l'ensemble des métiers du groupe, avoir un endroit où finalement on a un point de convergence, de référence sur tous les sujets de data client. Voilà, donc, et là, tu parles bien de data client, parce que j'ai vu que dans ton titre, c'était Customer Data. C'est-à-dire qu'il y a d'autres divisions qui font de la data sur d'autres sujets, type le yield ou des choses comme ça, qui sont ailleurs, quoi. On a notamment autour des sujets d'engineering and maintenance. Donc on utilise aussi de la big data pour faire de la maintenance prédictive. Voilà, donc ça c'est séparé sur le cargo. Donc voilà, moi c'est vraiment s'assurer qu'on a la connaissance client, tout ce qui touche le client. D'accord, et donc ça c'est intégré au sein de la direction digitale, qui est intégrée au sein d'une direction marketing digital. D'accord, okay. Très bien, et alors donc juste pour conclure sur cet échange, en termes de next step, c'est quoi les prochaines étapes sur ce sujet vraiment réconciliation des deux mondes? Est-ce qu'il y a des projets dont tu peux parler qui sont à l'étude ou en cours de lancement? Un des sujets qui arrive assez vite, c'est l'ouverture vers l'extérieur. On en a parlé, comment est-ce qu'on partage les informations avec des partenaires, comment est-ce qu'on crée un écosystème du voyage et qu'on n'est pas juste un transporteur d'un point A à d'un point B. On a des partenaires historiques, des hôteliers, des loueurs de voitures. On se tourne vers des écosystèmes différents, les Google, les Facebook, les WeChat. Voilà, on veut être présent dans tous ces univers-là. Donc un des grands sujets, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'ouvrir.
Une des réponses, c'est évidemment, il y a de l'open data, il y a les API. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait profiter le monde extérieur de ce que l'on a pu construire et comment est-ce qu'on fait profiter notre monde intérieur de ce qu'on peut récupérer d'extérieur. Très clair, merci beaucoup. Maxime, chez IP, d'un point de vue organisationnel, donc là c'est quand même une problématique assez pointue de votre côté. Je pense qu'il n'y a pas tellement de sujet organisationnel parce qu'en fin de compte, vous avez un objectif qui consiste à aller pousser vos différents formats en co. Qui est-ce qui gère ça? Chez vous, il y a une équipe dédiée ou... Parce que ce qui est assez original, c'est quand même cet equity for branding. Media for Equity, qui est quand même vraiment original. Et ça, c'est une entité à part qui gère ce type de deal. On fait ça au niveau de la régie, le comité de direction. Il y a une sélection des dossiers et on n'est pas les seuls à le faire. Il y a beaucoup de médias, notamment M6, TF1, qui font pareil. L'objectif, c'est de trouver la prochaine licorne qui permettra de développer notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que sur le cas que je vous ai présenté, dont je ne vous ai pas d'ailleurs donné les résultats, ça a permis de trouver un autre angle d'utilisation. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Non, mais donc ça permettait de donner un autre sens à cet investissement purement capitalistique. Les résultats, donc nous on a récupéré à Levoisin, ils étaient à peu près à 70 000 inscrits. Un an et demi plus tard, après avoir fait que de la radio et du Google, ils viennent d'annoncer qu'ils étaient à 1 million d'inscrits en France, donc c'est le leader de très loin sur son marché. On est sur un marché en plus où c'est un petit peu comme le Bon Coin. L'objectif, c'est de devenir le référent. Quand on devient référent, on peut se lancer sur une monétisation avec des services premium, ce genre de choses. Donc on peut estimer que c'est un succès. Donc en gros, pendant un an sans pression publicitaire, ils ont fait 60 000. Et un an plus tard, Exactement. Ils sont passés à 1 million. Ouais. Et la pression publicitaire était très limitée dans la mesure où il y avait uniquement nos 3 stations, rien d'autre. Enfin, c'est pas les moindres. C'est pas les moindres, c'est lesquels d'ailleurs? On a une audience, c'est RTL, RTL2, Fun Radio. On représente 12 millions d'auditeurs quotidiens. Maintenant, quand on compare un plan média d'annonceurs, il n'y a aucun annonceur qui fait uniquement 3 stations pendant un an et demi. Ça n'existait pas. Il y a plus de médias qui sont utilisés. Par rapport aux 3 outils qu'on a utilisés, donc je vous ai dit les dangers que j'en pensais. Malgré tout, on a quand même eu beaucoup d'enseignements. On a découvert qu'il y avait des blocs jours qui fonctionnaient mieux. Nous, on pense que l'optimisation au niveau d'une station ou d'un spot est encore une utopie. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. On a découvert des choses notamment intéressantes en faisant de l'A/B testing. En radio, vous le savez, le prime time, c'est le matin. Il se trouve que quand on regardait les résultats des KPI que nous donnaient ces outils, c'était le soir qui avait la meilleure rentabilité. Quand je parle de rentabilité, c'est le coût à la visite, parce que c'est des indicateurs qu'ils peuvent nous donner. Donc on s'est dit, on va faire un A/B testing, on va couper les spots du matin et voir si la rentabilité du soir, et notamment le volume, continue. Il se trouve que ça s'est quasiment stoppé net. Donc il y a vraiment un effet, on va dire, de puissance le matin, de répétition la journée, qui crée un usage le soir. Quand on réfléchit un petit peu, c'est pas non plus totalement étonnant. Quand on reprend la perspective qu'on est sur un média d'accompagnement, on n'est pas forcément enclin à aller se renseigner. Le soir, sur son téléphone, on est beaucoup plus dans une dynamique qui le permet. Donc pour nous, l'objectif, ça va être d'éventuellement en signer d'autres. On en a déjà un autre qui s'appelle Corner Job, avec lequel on travaille depuis un certain temps. Et la réconciliation du on et du off, pour nous, elle passe par plusieurs choses aussi. Il y a le mode de diffusion de la radio qui est en train d'évoluer très fortement. Donc on a parlé des enceintes digitales lancées par les GAFA récemment. Ça fait partie potentiellement des nouveaux modes de diffusion. Viendra ensuite la voiture connectée, qui évidemment va changer aussi beaucoup de choses. Le ciblage en radio aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne sur la base de la 126 000, mais sachez que techniquement, il est déjà possible de cibler à l'émetteur. Donc on peut très bien cibler une ville si on le souhaite. Maintenant, le marché publicitaire ne fonctionne pas comme ça, donc il faut que la mesure d'audience évolue, ce qui est d'ailleurs en train de faire Médiamétrie, qui est en train de travailler sur l'audimétrie portée. Donc on va dire que tout le marché publicitaire radio est en pleine mutation. Tout ça va prendre un petit peu de temps, sans parler des usages. Les web radios se développent, les podcasts se développent. Donc voilà, on a un gros chantier de réconciliation du on et du off. La priorité, en tout cas pour une régie, étant de satisfaire nos clients, ce qu'on essaye de prouver avec ce type de cas. Merci Maxime. Virginie, pour conclure, alors en termes organisationnels, tu dois être en plein dedans ou c'est à peu près clair? La chance qu'on a chez Primagaz France, c'est que notre PDG Steven Sales, c'est le sponsor du digital au niveau du groupe SHV. Donc en gros, la France est systématiquement pilote sur l'ensemble des projets.
de refonte, et notamment on va être pilote sur la refonte du site web, la refonte du CRM également. Je pense qu'on sera fortement partie prenante sur le lancement du Data Lake DMP dans les prochains mois également. On a parmi les premières équipes du groupe SHV également de Data Scientists, donc ça va être la densification de ces équipes-là. Et effectivement, d'un point de vue organisationnel, on a décidé de rassembler toutes ces équipes sous une même casquette, marketing, communication, digital et data, au sein de la direction commerciale, donc très drivé par le business. Cela dit, c'est toujours bien aussi de se poser la question de la notoriété, hein. On ne fait pas que des actions pour générer du lead, donc oui, ça vaut le coup de faire de la bannière aussi pour faire de la notoriété. Et puis, on a une structure PMO qui nous accompagne dans ce programme de transformation, et l'implication de la com nous permet d'accompagner le changement dans l'entreprise. Merveilleux. Merci beaucoup à tous les quatre. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si les questions ont été posées. Est-ce qu'il en reste une ou deux? Il peut nous rester 10 minutes. Oui. Bonjour. Donc moi j'ai une question à Bibiana. Concrètement sur la mesure, enfin, comment vous êtes pris pour mesurer ce taux de retour? Parce que le client qui vient sur Internet, comment vous faites pour le lier à l'achat en point de vente? En fait, c'est pour ça qu'on a fait ça avec Facebook, c'est le Facebook ID. Donc quand quelqu'un vient sur notre site, où en fait on traque, donc comme je disais, tous les liens, tous les points de contact Lacoste. Donc quand quelqu'un est en point de contact avec Lacoste, il y a le Facebook ID qui remonte. Le Facebook ID est lié à une adresse email évidemment, parce que pour avoir un compte Facebook, eh bien, on a une adresse email. Nous, à côté de ça, on envoie toutes les données d'achat en boutique, donc les données CRM. Donc évidemment, il faut que la personne ait donné son email, parce que si elle vient en boutique et qu'elle elle paye et elle s'en va, c'est sûr que c'est anonyme, donc on ne peut pas la reconnaître. Donc c'est toutes les personnes qui ont la carte de fidélité ou les personnes qui, au moment d'acheter, donnent leur adresse email pour avoir la newsletter ou voilà, s'inscrire au programme de fidélité. Donc il faut évidemment qu'on ait l'adresse email. Donc du coup, voilà la réconciliation qui est faite entre le Facebook ID / email et les données magasins, les données email. Et on arrive comme ça à les matcher. Et donc on voit les personnes qui, avant d'aller acheter en magasin, ont été exposés à une campagne Touchpoint Lacoste, sont allés ensuite en magasin, et c'est comme ça qu'on arrive à croiser les données. Mais c'est vrai que c'est important qu'on récupère l'adresse, les données de la personne en magasin, sinon c'est pas possible. Ok, merci. En l'occurrence, c'est vrai qu'on l'avait fait avec Atlas dans le cas de Lacoste, mais il y a pas mal aujourd'hui de solutions. Là, j'ai vu que Romain de LiveRamp était derrière et parlait de sa société. Voilà, LiveRamp, c'est un des pionniers qui a été racheté par Axiom il y a peu de temps, il y a un an. Mais qui est vraiment l'un des pionniers sur le sujet de l'onboarding. L'onboarding, c'est vraiment la réconciliation de données entre guillemets offline avec des données de navigation. Et donc, voilà. Donc il y a pas mal de solutions aujourd'hui qui existent, dont LiveRamp. Est-ce que vous avez une dernière question ou pas? Tout le monde veut aller voir la demi-finale. Bon, je crois qu'on va y aller. Merci beaucoup encore à l'EBG, merci beaucoup aux 4 participants. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Merci à toi, Jean. Merci à toi, Jean. Merci.